Bonjour. Lorsqu'on est profondément amoureux de sa terre natale, les expressions artistiques sont le tremplin suprême pour transcender par son art tous les genres artistiques et littéraires. Le mot devient paquebot et la plume un souffle vital de vie et de survie. Nous avons le plaisir d'accueillir Charles Patrick, né à Port-au-Prince, Haïti. Il s'est installé au Québec en 2005. Il enseigne le français et l'écriture. Il a publié en 2018 un recueil de poèmes ayant pour titre « Humanidentité ». Profondément amoureux de sa terre natale et des expressions artistiques de celle-ci, il diversifie toutefois son univers littéraire en allant à la rencontre des différentes cultures qui enrichissent le sol canadien. Sa plume exhale un souffle poétique à la fois tropical, ensoleillé, glacial et enneigé. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Charles, bonjour. Bonjour Kamal. Heureux de t'accueillir parmi nous chez Art et Lettres. Vous êtes l'auteur de ce beau recueil Humanidentité dont on va parler dans les prochaines minutes. Vous êtes écrivain, vous enseignez, vous êtes passionné d'écriture et vous définissez beaucoup plus comme poète. C'est quoi votre rapport avec la poésie? Est-ce que ça date de votre jeune âge? Ah oui, c'est mon premier réflexe d'écriture, ça a été toujours la poésie. Très jeune, j'ai appris ou encore je me suis toujours intéressé à exprimer mes sentiments, tout ce que je ressens à travers des textes poétiques. Donc ça a été, autant que je me rappelle, mon premier texte de création, ça a été un poème. C'était à quel âge? C'était à un jeune âge ou... Ah, c'était en bas de 20 ans, 13-14 ans. Donc vous avez commencé très jeune à écrire la poésie, on parle de la poésie. Oui, mais il est vrai aussi, j'ai déjà participé à un journal de jeunes dans la ville natale de mes parents, à Jacmel, en Haïti. J'avais déjà écrit un article sur l'éducation en quelque sorte, mais quand même, c'était pas de la création. Mais en ce qui a trait à la création, je me rappelle bien, ma première création, ça a été un poème. Ça a été un texte poétique. Puis on parle de votre premier recueil, Humanidentité. Là, on parle aussi de cette belle fusion que vous faites en deux termes, humanité et identité. Quel est le secret de cette fusion, justement? Ah oui, c'est parce que je suis quelqu'un qui est... Alors, je suis vraiment préoccupé par la condition humaine. D'abord, c'est humanidentité, une sorte d'humanisme qui se dégage de mon œuvre. Également, il y a la question de l'identité que j'essaie de rapprocher avec humanité. Alors, pourquoi je fais ce rapprochement? D'ailleurs, je peux expliquer bien sûr. la composition de mon titre. C'est ce que les linguistes appellent une sorte de mot-valise. Donc, c'est un mot-valise, alors? Oui, c'est un mot-valise. J'ai pris humanité et identité, j'ai fait un seul mot avec ça. Et c'est quand même ma création, le titre, parce que c'est pas un terme qu'on va retrouver dans le dictionnaire. Non, on peut même peut-être parler de néologisme, mais c'est quand même une belle fusion là que vous réussissez. Pour dire quoi, justement? OK, exactement. Alors, il y a la condition humaine, et étant donné que mon œuvre a une dimension quand même contestataire, parce que moi, je viens d'un peuple qui a été quand même oppressé, et qui est encore oppressé. Donc, ces situations-là m'ont toujours interpellé, pour moi, qui est une sorte de déshumanisation. Vous savez que dans l'histoire d'Haïti, nous autres, quand nos ancêtres ont été déportés de l'Afrique et ont été transportés en Amérique, ils n'avaient pas le droit de garder leur nom. D'ailleurs, il y a un texte dans mon recueil qui est titré « J'ai perdu mon nom ». Donc, pour moi, le fait de ne pas permettre à l'humain de garder son nom, de regarder son origine comme étant barbare, comme étant non civilisé, c'est déshumaniser cet être humain. Or, certains des colons ont eu quand même une certaine pitié de donner leur nom à l'esclave. Donc, je me suis dit, dans ce poème-là, je me suis posé la question, était-ce pour humaniser mes ancêtres qu'on leur a donné, que le colon leur a donné sa propre identité? Donc, de là, il y a humanité et identité. Donc, dans « J'ai perdu mon nom »,
Il y a la déshumanisation que j'ai questionnée. J'ai soulevé la question de la déshumanisation. J'ai également fait une sorte de revendication de mon identité que j'ai perdue. Donc une revendication de l'identité qui est tout à fait légitime, mais le fait aussi de pousser à perdre ce nom, c'est une atteinte carrément à un droit identitaire, un droit normalement viscéral, vital de chaque être humain. Oui, c'est ça, le fait de garder son nom. D'ailleurs, le fait de perdre son nom, c'est être coupé de ses origines. C'est ça. C'est quand même passer un trait sur son histoire. Oui. Or, on a quand même une civilisation. On a quand même une histoire que que nous avons perdue, que les premiers ont perdue. Et donc une histoire qu'on ne peut pas effacer, hein, qui est présente dans l'imaginaire collectif de l'humanité. Humaine Identité, 45 textes. Oui, il y a 45. Poétiques, oui. Qui parle donc de la condition humaine. De la condition humaine. Parce que moi, je suis très interpellé par le réel. Le réel, ça active ma création. Par exemple, il y a des textes ici qui ont été écrits à partir d'un visionnement d'une vidéo. Parfois, quand je suis sur Internet, et une vidéo, ça peut m'interpeller, et puis j'écris un texte. Il y a un texte, c'est L'homme dans le train. J'étais dans le métro, mais dans le wagon, et puis il y a un homme qui est entré, et puis sa réaction, ses paroles, sa condition, ça m'a interpellé, et puis j'ai écrit le texte. Alors, quand je parle de la condition humaine, c'est vraiment la condition humaine réelle. Très bien, mais est-ce qu'on peut dire dans le fond finalement que vous avez écrit ici un recueil engagé? Oui, je peux dire que oui, le fait d'être interpellé par la condition humaine, on est quand même engagé. C'est-à-dire on s'engage pour le bien-être de l'humanité. Et de façon humaine aussi, parce que ici, il y a aussi, je peux comprendre qu'il y a une revendication d'un certain humanisme, mais aussi la revendication d'une certaine condition humaine dont on continue de rêver parce que c'est une condition humaine qui a été délabrée par ce qu'on vit en termes de contexte politique et économique. Alors, quand je parle de contestation, il y a la dénonciation. Il y a quand même un idéal qui est posé aussi. Oui. Il y a un idéal parce qu'il ne suffit pas de dénoncer les conditions dans lesquelles vivent certains êtres humains, mais il faut projeter un idéal. Un idéal quelque part qui nous permettrait donc d'aspirer à ce qui est meilleur. Charles, on va faire une pause. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité, Charles Patrick. Alors Charles, on parlait justement aussi d'une certaine déshumanisation que vous dénoncez violemment dans ces textes, on peut le dire. J'ai lu quelques-uns de ces textes qui sont d'une grande teneur humaniste, on peut le dire. Il y a ce ressentiment contre la déshumanisation qu'on peut opposer à l'oppression, ou bien ils vont dans le même sens, à votre avis? Bon, l'oppression, ça peut être une dimension de cette déshumanisation. Bon, l'oppression, on en connaît partout. Par exemple, dans mon pays d'origine, il y a cette oppression qui perdure encore. Oui. Dans d'autres endroits, il y a cette oppression-là, mais il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres actes qui peuvent être assimilés à l'oppression. Par exemple, il y a la répression sociale. Il y a des millions d'hommes qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à de la nourriture. Des conditions de vie pénibles. Donc, ça, c'est une forme d'oppression. Oui, exactement. Puis là, je vois des titres qui sont très interpellants. L'art disparaîtra-t-il un jour? C'est une question existentielle. Ah oui, c'est une question existentielle. Ça a été une grande inquiétude un jour. Oui, l'art, expression de la vie. Exactement. Ces deux poèmes se suivent. J'ai eu les deux inspirations de suite. Dans le sens que dans un premier temps, j'ai eu la grande inquiétude. Oui. Immédiatement, il y a encore mon âme qui m'interpelle, qui me dit pourquoi cette inquiétude? Parce que si vous regardez le poème qui vient après, c'est la suite de l'autre. Oui, c'est la suite se complète. Et le poème qui suit, ça, en quelque sorte, corrige l'inquiétude que j'avais, une sorte de spleen que j'avais et qui m'avait poussé à écrire
le premier poème. Le premier texte. Je vais vous laisser de manière spontanée choisir un extrait, si vous le voulez bien. Charles, Patrick a partagé avec nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent un texte de votre choix, extrait de Humaine Identité de son auteur, Charles Patrick. Bon, je vais lire L'arbre géant Très bien. parce que c'est... Alors ça, c'est... Bon, de toute Oui. façon, étant donné que le texte littéraire est polysémique, alors ce n'est pas à moi l'auteur de dire au lecteur quelle est la signification de tel ou tel texte. C'est le lecteur, comment il va le recevoir. Exactement. Il faut qu'il y ait cette transaction entre nous. Exact. Je lis le texte Mhm. et puis les gens peuvent faire eux-mêmes leur propre interprétation. Tout à fait. L'arbre géant. Je suis la semence d'un arbre immense dont les racines sont enfouies dans des profondeurs infinies. Cet arbre avait très longtemps poussé avant que d'autres plantes aient commencé à germer. Ses fleurs étaient en pleine éclosion et ses fruits proches de la maturation. Des bûcherons avides et sans pitié, venus de forêts desséchées, ont coupé beaucoup de ses branches et les ont transplantées dans des zones franches. Ces branches, sauvagement arrachées, ont été contre leur gré, greffées à d'autres plantes, mais elles ont gardé la sève de leur terre naissante. Par ces branches expatriées, l'arbre s'est étendu dans des contrées de l'Amérique, des Caraïbes notamment, et a donné naissance à de beaux sarments. L'arbre géant produit des fruits d'un goût incroyablement exquis. Ces fruits, à cause de leur saveur inouïe, attisent encore aujourd'hui le feu des envies. C'est un texte réaliste, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, Il y a beaucoup de réalisme, un souci aussi pour l'environnement. oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup de soucis pour l'environnement. En parlant de l'environnement, Mhm. c'est vrai que ce n'est pas un thème que j'ai beaucoup exploré dans ce recueil, mais dans le recueil qui vient, d'ailleurs, le titre même annonce qu'il y a un souci pour ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la planète. Oui, De toute façon, même s'il y a des discussions là-dessus, même s'il y a des controverses, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose. oui. Il se passe quelque chose et il y a une urgence de réagir aussi, Exactement. de réagir à ce niveau. Je vais prendre votre permission, Charles, de lire un texte que j'ai beaucoup aimé, admiré, avec sa portée humaniste, qui s'intitule Mon frère, que j'ai pris le plaisir de noter, et je partage avec vous, mesdames et messieurs, de son auteur Charles Patrick, Mon frère. Tu n'es pas mon frère parce que nous avons la même mère ou le même père. Tu n'es pas mon frère parce que nous sommes issus des mêmes terres ou que nous préparons les mêmes recettes culinaires. Tu n'es pas mon frère parce que nos pères, les tiens et les miens, ont les pieds dans les fers, connus les mêmes misères. Tu n'es pas mon frère parce qu'à une fréquence hebdomadaire, nous adorons dans le même sanctuaire. L'être supérieur. Tu n'es pas mon frère parce que nous croyons pareillement en la prière comme moyen d'éviter l'enfer. Tu n'es pas mon frère parce que nous avons les mêmes apparences extérieures, les mêmes teints capillaires. Tu es mon frère, car nous sommes tous les deux enfants de la terre et de la même manière, nous retournerons dans la poussière. Je t'aime, mon frère. Berbère, noir, blanc, jaune, rouge, africaneur, juif, musulman, athée, chrétien, solitaire. Indépendamment de ta couleur et des convictions de ton cœur, tu es ma sœur ou mon frère, puisque tu es un être humain à part entière. Ta dignité humaine m'est très chère. La preuve, je l'honore et la vénère. Je crois en toi, ô homme, mon congénère. Mon âme n'aspire qu'à ton bonheur. J'aimerais connaître un secret. Au début, vous avez commencé par la négation. Tu n'es pas mon frère, puis après, tu es mon frère. Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, c'est ce qui a été le déclic de cette création-là. Alors, je vous le dis immédiatement. Vous savez que moi, je suis né en Haïti, donc je suis haïtien, mais quand même, je ressemble à mes frères africains, qui sont mes frères, Oui, en oui. fait. Mais
il y a certains de mes frères africains qui m'appelaient toujours mon frère, mon frère, mon frère. Une fois, il m'est venu à l'esprit, mais il est mon frère, c'est vrai, mais il n'est pas mon frère immédiatement parce que lui et moi, nous avons les mêmes teintes capillaires. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec la négation. Alors, c'est-à-dire, ces personnes-là sont mes frères, vraiment, mais elles ne sont pas exactement mes frères et sœurs parce que nous avons cette ressemblance, je dirais, sectaire. D'accord. On va rebondir sur ça et on revient après la pause, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Charles Patrick qui nous expliquait justement cette belle différence entre ce qui est négatif et positif. Tu n'es pas mon frère, tu es mon frère. Je vais vous laisser continuer justement. Oui, j'ai commencé par la négation, c'est justement parce que j'ai voulu poser la question de la fraternité sous un angle plus large. Très bien. On comprend? Alors, tout ce que je pose comme négation au début du texte, c'est vraiment inclus dans cette fraternité universelle que je voudrais prôner, ou du moins que je voudrais appuyer, parce que je ne peux pas avoir la prétention d'être le premier à soulever la question de la fraternité universelle. On comprend? Donc, je fais partie d'une lignée. D'une lignée, donc, c'est pourquoi j'ai commencé avec la négation, c'est pour évacuer certaines fraternités sectaires et tomber enfin dans la fraternité universelle. La vraie fraternité. La vraie fraternité. La vraie fraternité. Et là, on le voit, donc vous incluez tout le monde, berbère, noir, blanc, jaune, rouge, afrikaner, juif, musulman, athée, exactement, chrétien, solitaire, et la liste pourrait être longue. Et je pense que ça nous rappelle justement le titre Humanité et identité. Notre humanité qui est le socle et notre identité, chacun avec ses propres apparences et appartenances. Charles, comment faire en sorte que, vous savez, question générale, que la fraternité, justement, que vous prenez, que je prends, que bien des poètes prennent aussi dans leur discours, dans leur démarche littéraire et culturelle, que cette fraternité perdure entre les peuples et les entités. Je pense qu'il y a une conception que vous avez voulu véhiculer, mais de votre point de vue, quelle est la façon à prendre? Quel est le moyen pour qu'on puisse voir la fraternité un jour régner comme il faut? OK. Vous savez, ce qui me donne une certaine satisfaction et dans ce que j'arrive à faire, c'est parce que avant d'écrire ce texte, ou encore avant d'écrire la plupart des poèmes qui sont dans ce recueil-là, je n'avais pas lu Jean-Paul Sartre sur cette question-là. Et après, j'ai lu la pensée de Sartre sur la question de la fraternité universelle. Oui, il avait écrit sur ça justement. Oui, je me suis dit, voilà comment je me suis aligné. C'est vrai que je lisais Sartre avant, mais pas exactement sur cette question. Et particulièrement quand j'ai lu sa préface Orphée Noir. Donc, je me suis dit quand même, je me suis rallié à un maître à penser. Également, Aimé Césaire. La négritude d'Aimé Césaire, c'est dans une perspective humaniste. Ce n'est pas une question sectaire. C'est vraiment, la négritude, ça pourrait être pour tous les peuples dont l'identité est bafouée, dont la culture est bafouée, dont la civilisation est bafouée. Ça pourrait être pour tous les peuples. Et justement, cette question de la négritude, c'est bien que vous l'évoquez, elle pourrait être ce point de départ pour cette fraternité universelle, parce que Aimé Césaire, par exemple, entre autres, l'avait évoqué de manière très charismatique, on peut le dire. Donc, donc vous êtes d'accord sur le fait que cette thématique de la négritude, développée en tant que telle, pourrait être un vecteur de rassemblement entre les êtres humains. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est vrai qu'il y a des choses à décrier, mais également, il y a la rencontre des peuples, et il y a ce croisement des peuples qui est quand même prometteur. Ce n'est pas sans raison que des groupes sectaires, des groupes haineux se font voir, on comprend, commencent à élever la voix parce qu'ils comprennent que la question de la globalisation, la rencontre des peuples, ça peut jeter certaines barrières ou encore certains préjugés. Par exemple, je peux cultiver des préjugés par rapport à toi parce que je ne te connais pas.
Mais à partir du moment où on se rencontre, on commence à se connaître, donc les préjugés ont tendance à tomber. Oui, et les barrières tombent grâce à la communication hein, Exactement. qui est nécessaire. Je vais vous laisser encore le choix, Charles, de nous choisir un extrait, si vous le voulez bien, de votre choix. Vous pouvez vous retrouver. Pourquoi pas peut-être le premier texte, c'est juste une suggestion. Vous parlez d'art, hein, n'est-ce pas? Ah, OK. Hein, n'est-ce pas? Ça pourrait hein, coïncider, si Mais vous voulez bien. Mais Oui. honnêtement, je ne peux pas lire ce texte et sans avoir lu l'autre. Oui, Parce bien qu'ils sûr. se suivent. On pourrait donc vous écouter à ce niveau. Parfait. L'art disparaîtra-t-il un jour? Je vis avec une peur morbide, celle de la disparition de l'art. On est à l'ère de la raison, tout se calcule et se mesure. Tout est soumis à des critères et tout doit être utilitaire. La machine se substitue à l'homme, lui qui est doté de sensibilité, de spontanéité, de capacité d'improvisation et de création. L'être robotisé existe bel et bien. Il accomplit les principales tâches humaines. Les formes artistiques sont programmables. Le nœud gordien, la rivière de l'émotion tend lamentablement à se sécher. L'idée d'un tel tarissement sème dans mon cœur un grand émoi. L'art disparaîtra-t-il un jour? Cette question est sensée et légitime dans la mesure où l'émotion est la sève de l'arbre artistique, ou mieux encore, le sang qui donne vie à son corps. Une œuvre d'art est l'expression de l'intériorité de son créateur. L'art vit, respire par une présence adéquate d'émotion dans son âme. C'est par l'émotion que la communication s'établit entre le créateur et le récepteur. Un monde qui se dirige vers la rationalisation de tout semble vouloir dire adieu à l'expression artistique, laquelle s'enveloppe de nombreux mystères. L'art m'émeut plus que tout. Sa disparition briserait mes os, quand bien même je me serais, depuis belle lurette, endormi dans les gouffres ténébreux de mon lit de poussière. Excellent. Alors, on est imbu là, de cette conception. Une dernière question pour vous, Charles. Les gens qui voudraient acheter ce livre, est-ce qu'ils vous contactent? C'est d'abord édité aux éditions de la francophonie. Comment faire pour acheter ce livre? Oui, les gens peuvent se rendre sur le site web de mon éditeur. C'est les éditions de la francophonie. Et puis, ils vont se rendre dans la section poésie. Et puis, ils vont défiler les auteurs. Ils vont voir Charles Patrick. Charles Patrick, ils peuvent cliquer et Oui, exactement. Ils peuvent commander le livre. ils peuvent commander. Oui, Ou encore, moi, j'ai ma page d'auteur, Charles Patrick Littérature. C'est sur Facebook. d'accord. Donc, si quelqu'un veut me poser des questions ou bien veut se procurer un livre, Il pourrait donc on peut le me faire. contacter. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Charles Patrick. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.